Bonjour, je m'adresse aux étudiants du module Physiologie des grandes fonctions, filière SVI de la Faculté des sciences Méliès. Bienvenue à ces travaux dirigés relatifs au chapitre thermorégulation. Les supports pédagogiques utilisés dans ce TD consistent en un document PDF que j'ai mis à votre disposition sur la plateforme Moodle, ainsi que des enregistrements vidéo de courte durée qui accompagnent ce fichier PDF et qui résument les principaux concepts de la thermorégulation. Une première vidéo introduit la notion de thermorégulation ainsi que les différents modes des échanges thermiques. La seconde vidéo fait suite à la première et concerne les mécanismes physiologiques de la thermorégulation chez les endothermes. La troisième vidéo aborde les stratégies comportementales et physiologiques de la thermorégulation chez les ectothermes. Quant à la dernière, elle concerne la thermorégulation chez les hétérothermes ou les hibernants. L'objectif principal de ce TD est de bien comprendre les mécanismes physiologiques mis en jeu par diverses espèces animales face aux contraintes environnementales, notamment la baisse des températures pendant les saisons froides ou l'augmentation des températures pendant la saison chaude. Le chapitre thermorégulation est programmé en travaux dirigés, mais c'est un complément de votre cours magistral sur les grandes fonctions, puisque la thermorégulation est aussi une grande fonction physiologique. En fait, le mot thermorégulation est un concept qui désigne la régulation de la température. C'est le mécanisme qui permet à un organisme ou à un système donné de conserver une température constante. C'est un processus actif qui nécessite une évaluation des conditions externes et internes. Par exemple, en hiver, lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, et si on veut maintenir une température à l'intérieur constante, on doit fermer les fenêtres, la porte, allumer le chauffage et le régler sur la valeur de la température voulue. Sur le globe terrestre, il y a des régions plus froides que d'autres. Comme rappel, la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures, créant le jour et la nuit. Elle tourne autour du Soleil pendant une année avec 4 saisons, notamment dans les régions tempérées, avec une saison d'été qui débute le 21 juin, une saison d'automne qui débute le 21 septembre, le 21 décembre et le printemps le 21 mars. Le jour le plus long de l'année est appelé solstice d'été, c'est le 21 juin. Le jour le plus court de l'année est appelé solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Lorsque la durée du jour est égale à celle de la nuit, on parle d'équinoxe. Le 21 mars correspond à l'équinoxe du printemps et le 21 septembre à l'équinoxe de l'automne. Deux grandes régions polaires sont toujours recouvertes de neige et de glace. Il y a l'Arctique dans l'hémisphère nord et il y a l'Antarctique dans l'hémisphère sud. Aussi, du fait de l'inclinaison du globe terrestre de 23 degrés par rapport à l'axe vertical, nous avons la durée du jour par rapport à la nuit pendant 24 heures, ce qu'on appelle photopériode, qui varie selon les pays et selon leur localisation. Dans les pays situés à l'équateur, on note une durée du jour égale à celle de la nuit, c'est-à-dire 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. À une latitude de 30 degrés, par exemple ici au Maroc, la durée du jour le plus long, c'est-à-dire le 21 juin, est presque de 14 heures, donc 13 heures 56. En France, située à une latitude de 50 degrés, la durée du jour le plus long est de 16 heures. Dans la nature, parmi les facteurs écologiques, il faut savoir que la photopériode et la température de l'environnement jouent un rôle prédominant dans la nature, la répartition et les adaptations des espèces animales. Selon les estimations actuelles, il y a presque 8,7 millions d'espèces sur la terre ferme et 2 millions en milieu aquatique. Mais ces chiffres restent sous-estimés car il y a beaucoup d'espèces non répertoriées. En résumé, on classe les animaux capables d'une thermorégulation en 3 grandes classes. Les endothermes ou homéothermes, dont la température centrale est indépendante du milieu extérieur,
Ils sont capables de produire de la chaleur malgré de grandes variations de la température externe. Et dans cette classe, on rassemble les oiseaux et les mammifères. Les ectothermes ou poikilothermes, dont la température centrale est dépendante du milieu extérieur, et c'est la classe des poissons, amphibiens et reptiles. Les hétérothermes ou hibernants sont capables de régler leur température lorsque les conditions climatiques sont favorables, donc ils se comportent comme des endothermes, mais lorsque la température baisse considérablement pendant la saison froide, ils perdent le contrôle de la température corporelle et se comportent comme des ectothermes. Les premières expériences au laboratoire ont montré que lorsqu'on fait varier la température ambiante de la salle en abscisse et on mesure la température corporelle de l'animal, l'endotherme maintient sa température constante à 37 degrés Celsius, dans certaines limites de la température externe bien sûr. Chez l'ectotherme, la température corporelle varie d'une manière graduelle avec la température externe. Et chez l'hétérotherme, à des températures élevées, sa température est régulée à 37 degrés Celsius. Mais lorsque la température ambiante baisse, l'animal perd le contrôle de sa température en fonction de la température ambiante. Pour comprendre les mécanismes physiologiques qui permettent à ces différents animaux de réguler leur température, on va d'abord voir quelques concepts de base sur les échanges thermiques. Comme rappel des lois de la physique, la chaleur se déplace selon le gradient de concentration des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides. 4 mécanismes de transfert de chaleur sont décrits. Il y a le rayonnement, la conduction, la convection et l'évaporation. Alors, le rayonnement, c'est la perte ou le gain de chaleur sous forme d'ondes infrarouges. C'est de l'énergie thermique. En conditions normales, 50% de la déperdition de la chaleur est due au rayonnement. Le flux de l'énergie radiante va toujours du plus chaud vers le plus froid. Alors, comme deuxième processus, il y a la conduction. C'est le transfert de la chaleur entre deux objets qui sont en contact direct l'un avec l'autre. L'énergie thermique se déplace dans un milieu matériel. Par exemple, ici, une partie de la chaleur est transférée par conduction des mains du sportif aux haltères. Alors, la convection, c'est le refroidissement de la peau par le vent, comme ventilateur, ou par l'eau. Comme l'air chaud a tendance à s'élever, l'air réchauffé qui entoure le corps est continuellement remplacé par des molécules d'air plus froid. Et le dernier processus, l'évaporation, dans une ambiance chaude, les molécules d'eau de l'organisme absorbent la chaleur et s'échappent sous phase, c'est-à-dire sous forme de vapeur d'eau. Alors on peut représenter le noyau thermique d'un endotherme comme suit. Ce noyau contient de la chaleur. Cette chaleur est dissipée au reste du corps. Au fur et à mesure que le sang transporte cette chaleur à la surface, la température diminue. Pour conserver cette production de chaleur constante dans un environnement froid, les endothermes ont la possibilité de faire varier la conductivité de l'enveloppe thermique. Le fait de mettre des vêtements chauds pendant l'hiver, la présence des fanères chez les animaux, comme les poils, les plumes, les cheveux, les propriétés sont isolantes à la surface corporelle, limitent les pertes de la chaleur Q. Donc on peut écrire Q, qui est égal aux pertes ou à la production de chaleur, elle est égale à la conductivité multipliée par le gradient thermique, c'est-à-dire la température corporelle moins la température ambiante. Comme exemple, certains oiseaux possèdent des plumes hydrophobes, comme le canard qui reste beaucoup dans l'eau. Il y a aussi le grand cormoran, qui est un oiseau se nourrissant des poissons. Il peut faire des plongées dans les eaux froides allant jusqu'à des profondeurs de 30 mètres. Les mammifères aquatiques, certaines baleines, possèdent aussi du tissu adipeux sous-cutané. Aussi, le fait d'avoir la chair de poule dans une ambiance froide est dû à une contraction des muscles arrecteurs permettant le redressement des poils, ce qui permet d'emmagasiner une couche d'air importante sous la peau, ce qui permet une meilleure isolation. Un autre exemple, l'ours polaire possède deux types d'isolation. Il y a la fourrure et il y a le tissu adipeux sous-cutané.
Lorsqu'il fait très froid, il y a l'aspect de la fourrure qui change, les poils qui deviennent denses et serrés pour diminuer la chaleur. Une couche de tissu adipeux sous-cutané réduit aussi les échanges avec l'extérieur. En même temps, des chaînes vasculaires sont notées, facilitant la circulation du sang au sein de l'organisme et permettant à l'ours de supporter des températures très froides. Deux paramètres annoncent le passage des calories à travers les surfaces d'échange. Il y a l'isolation et le rapport surface-volume. Alors, l'isolation thermique, dont l'unité de mesure ici est les clothes, en anglais c'est vêtements, elle varie en fonction de l'épaisseur de la fourrure d'hiver chez les animaux arctiques. Par exemple, pour le renard arctique, l'épaisseur de sa fourrure est à peu près de 2 pouces, avec une isolation de 8 clothes à une température ambiante de 0 degré Celsius. Elle est meilleure que celle du lemming arctique, dont la valeur d'isolation est à peu près à 3 clothes. De point de vue forme, la plupart des animaux polaires sont en général de forme massive, trapue, c'est-à-dire court et large, comme on l'a vu pour l'ours, le renard arctique, le lemming. Leur volume est plus grand par rapport à leur surface, ce qui diminue les pertes de chaleur. Alors, avant de passer aux mécanismes physiologiques mis en jeu par les endothermes pour lutter contre le froid ou le chaud, objet du prochain enregistrement, je vous propose quelques questions de révision.